Hey, salut tout le monde, ici Jeff Savoie. Et Steve Noël. Et nous sommes les deux pions. Et aujourd'hui, on vous parle des ruines perdues de Narak ou en anglais de Lost Ruins of Arnak. Oh! Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des deux pions. Les ruines perdues de Narak, c'est un jeu qui a été édité en 2020 par Check Game Edition, qui a été créé par Min et Elwin, qui se joue de 1 à 4 joueurs et qui dure entre 30 et 120 minutes. Oui, et dans les ruines perdues de Narak, vous allez explorer l'île inexplorée de Narak à la recherche de fragments d'une civilisation ancienne. Vous allez effectuer des recherches, ramasser des ressources, explorer des sites dans l'espoir éventuellement de trouver le temple perdu. Et le joueur qui aura le plus de points à la fin de la partie sera déclaré vainqueur. Les principales mécaniques sont le deck building et le worker placement. Alors, je vous explique brièvement comment on joue et on se retrouve après et on vous donne notre opinion. Dans les ruines perdues de Narak, vous menez votre expédition sur l'île sauvage de Narak. Vous rassemblerez des ressources, des artefacts, vous vaincrez des gardiens, mais surtout vous aurez peut-être la chance de découvrir le temple perdu. Chaque joueur va recevoir 6 cartes. 2 cartes or, 2 cartes jetons d'exploration et 2 cartes peur. Les joueurs vont recevoir un plateau, 2 explorateurs de leur couleur, et le premier joueur aura 2 pièces d'or et les joueurs suivants vont avoir des ressources en conséquence. Comme par exemple ici, le deuxième joueur a 1 pièce d'or et un jeton exploration. Le premier joueur va recevoir le jeton premier joueur qui est le cadran. Vous allez disposer sur le plateau de jeu les cartes artefacts, les cartes peur et les cartes objets. Vous allez mettre le marqueur de tour, le bâton magique, à 1. Vous allez mettre un artefact révélé et 5 objets. Vous allez disposer une tuile idole par emplacement dans cette zone-là ici, la zone de la jungle. Et vous allez disposer 2 tuiles idoles un peu plus loin ici, où est-ce que c'est indiqué d'en mettre 2. Toujours une révélée et une cachée, alors qu'ici, elles vont toutes être révélées. Selon le nombre de joueurs, vous allez cacher des emplacements ici. Donc, on ne peut pas être 2 à aller à cet endroit-là. À 2 joueurs, on les cache toutes, les emplacements à 2 bottes. Selon le nombre de joueurs, vous allez en cacher un peu moins. Vous allez disposer dans le bas du plateau les tuiles temple de premier niveau, ainsi que les tuiles temple de deuxième niveau, et les tuiles gardien. Chaque joueur va placer son jeton recherche et son jeton livre ici dans le bas de la piste de recherche. Vous allez disposer 3 piles égales d'assistants du côté blanc. Vous allez placer des tuiles bonus recherche sur chaque zone où c'est indiqué dans la piste de recherche. Et finalement, en haut dans le temple, là-bas, vous allez placer des tuiles, des tablettes de points qui vont être des bonus de plus obtenus vers la fin de la partie. Les joueurs vont prendre leurs cartes de départ, vont les mélanger et vont faire une pioche ici sur leur plateau et ils vont piocher les 5 premières cartes. À son tour de jeu, le joueur va prendre les cartes de sa main et va jouer une ou plusieurs cartes en respectant les règles. Les cartes peuvent être jouées de 3 façons différentes. Il y a les cartes qui peuvent être jouées pour le bonus éclair qu'il va avoir sur la carte. C'est une action gratuite. Par exemple, ici, si le joueur joue la carte pièce d'or éclair, il va aller dans la réserve ici, il va obtenir une pièce d'or qu'il va rajouter à son campement. On peut aussi utiliser les cartes pour déplacer nos aventuriers. Donc, chaque carte a une valeur en haut à gauche de mouvement. Donc, si on prend les 3 cas principaux, on voit ici bateau, auto et botte, qui sont les 3 mouvements de base, de départ. Mais sur certaines cartes objets ou artefacts, on va aussi retrouver des icônes avions, qui sont le meilleur moyen de déplacement. Donc, la troisième façon qu'on peut jouer une carte, c'est en effectuant l'action qui est écrite au centre, qui va compter comme une action complète dans notre tour de jeu. Par exemple, ici, ça nous dit qu'on peut activer n'importe quel site de niveau 1. Les tablettes, les artefacts vont demander plutôt des tablettes pour les activer. Donc, on peut voir ici qu'ils sont plus puissants. Donc, ici, ça nous permet de supprimer une carte de notre deck et d'obtenir 2 pièces d'or. Mais à chaque fois qu'on va vouloir l'activer, sauf au moment où on va l'acheter, ça va nous coûter une tablette.
Qu'est-ce qu'on retrouve sur une carte? On retrouve les informations suivantes. Donc, la valeur de déplacement, on en a parlé tantôt. Le type de carte, on va avoir des cartes artefacts et des cartes objets. On va avoir aussi au centre l'action que va pouvoir nous faire effectuer la carte, que ce soit une carte objet ou artefact. On va avoir des points de victoire et le coût d'achat aussi sur les cartes qui sont situées dans la piste du haut. Je vous parle des différents éléments qu'on retrouve dans le jeu qu'on va essayer de collecter pour pouvoir effectuer des actions. Il y a les tablettes, ici. Il y a les armes perdues, anciennes. Par exemple, ici, les têtes de flèche. Et il y a les joyaux. Alors, ils sont en ordre d'importance ou de difficulté à obtenir, du plus simple au plus complexe. Il y a évidemment les pièces d'or et les jetons exploration. Les pièces d'or vont nous permettre d'acheter des bonus ou d'acheter des objets. Et les jetons exploration vont nous permettre d'aller explorer l'île perdue. Ils vont nous permettre aussi d'acheter des artefacts qui, eux, coûtent des jetons exploration à acheter. Donc, reprenons les types d'actions qu'on peut faire dans un tour. Les actions instantanées, comme ça ici avec l'éclair, vont nous permettre d'obtenir des éléments de jeu, des ressources, mais gratuitement, donc ça ne mettra pas fin à notre tour. Les déplacements. Comment fonctionnent les déplacements? Donc, les cartes peur ici qui donnent des points négatifs à la fin de la partie vont quand même nous permettre de nous déplacer. Donc, on va prendre un de nos deux aventuriers qu'on a disponible et avec l'icône bot qu'on retrouve ici, ça va nous permettre de nous déplacer sur un des sites de recherche au début de l'île. Donc, on voit qu'il y a une icône de bot sur chacune des zones et ça va nous permettre d'aller placer notre explorateur sur une des zones qui est libre. Donc, c'est un placement d'ouvrier. Donc, évidemment, si l'emplacement est bloqué, un autre joueur ne pourra pas venir s'y placer. Une fois que le personnage a été placé sur un site, on va pouvoir récupérer les ressources correspondantes. Donc, ici, par exemple, 2 jetons exploration qu'on va rajouter à notre plateau. À ce moment-là, un déplacement constitue une action principale, donc ça va mettre fin à notre tour et les autres joueurs vont faire la même chose à leur tour. Lorsque ça revient à nous, on va pouvoir encore une fois faire des actions instantanées dans notre tour, autant qu'on veut en faire. Par exemple, ici, j'obtiendrai un jeton exploration et on va pouvoir effectuer un autre type d'action qui est activer une carte. Par exemple, ici, cette carte me dit que je peux échanger un jeton exploration pour obtenir un joyau. Alors, je vais dire que c'est mon action principale. Je vais utiliser la ressource demandée et je vais obtenir le joyau que je vais mettre sur mon plateau expédition. Et ça va mettre fin à mon tour parce que c'est l'autre type d'action principale qu'on peut faire. Il y a 2 autres types d'actions principales qu'on peut faire dans notre tour. C'est acheter des cartes supplémentaires pour ajouter à notre deck, parce qu'on a un principe de deck building. Et on peut aussi effectuer des recherches sur la piste de recherche. Donc, pour acheter une carte, artefact ou objet, il va falloir dépenser à notre tour le montant indiqué dans le bas de la carte. Par exemple, ici, 3 jetons exploration pour acheter cette carte-là. Donc là, je dépenserai, admettons que j'ai mes 3 jetons exploration, je dépenserai 3 jetons exploration et je viendrai jouer immédiatement la carte. Les cartes artefacts se jouent dès qu'on les achète, on les place sur notre plan de jeu et on effectue l'action qu'il y a dessus. Par exemple, ici, ça me dit que je vais pouvoir détruire une carte à tout jamais et obtenir 2 pièces d'or. Donc, je pourrais détruire une carte peur, qui sont des cartes de points négatifs, et j'obtiendrai aussi 2 pièces d'or. Si j'achète une carte objet, je vais devoir payer en or le montant indiqué, par exemple ici 4 pièces d'or. Alors, je vais payer les pièces d'or que je vais remettre dans la réserve. Et la carte objet va aller sous ma pioche, ici. Comme ça, donc on va la repiocher un peu plus tard dans un prochain tour, ou si on a plusieurs objets ou plusieurs éléments de jeu qui nous permettent de piocher des cartes, on pourrait la repiocher dans le tour actuel. Au niveau des actions sur la piste de recherche, il va falloir faire avancer nos 2 jetons le plus haut possible pour obtenir des points de victoire. Et on voit que ça donne quand même beaucoup de points de victoire. C'est une des façons d'obtenir le plus de points de victoire en jeu, si on réussit à rendre notre loupe complètement en haut ici. Eh bien, on peut obtenir 23, 21, 20 ou 19 points de victoire, donc c'est assez substantiel. Donc, pour avancer un de mes jetons, toujours la loupe en premier, je vais devoir payer ce qui est indiqué entre les 2 zones de recherche. Par exemple, ici, on me demande de payer un joyau, donc je vais prendre mon jeton, je vais payer un joyau qui est sur mon plateau de jeu, que je vais remettre dans la réserve, et je vais arriver dans la nouvelle zone de recherche. Selon la forme
selon le token que je vais avoir amené dans la zone de recherche, je vais obtenir des bonus. Donc, on voit ici la forme de la loupe et la forme carrée pour le livre. Donc, si j'apporte ma loupe ici, à la fin de la partie, ça va me donner un point de victoire. Si elle reste là, plus elle va être haut, plus ça va être un gros nombre de points de victoire. Et je vais obtenir une pièce d'or que je vais rajouter sur mon expédition. Plus tard, dans un autre de mes tours, je pourrais faire avancer mon livre. Donc, j'ai le droit de l'avancer au même niveau. Je n'ai pas le droit de le faire dépasser la loupe. Par exemple, je pourrais le monter ici. Ça coûte un point, un jeton d'exploration et une arme. Donc, c'est ce que j'ai sur mon plateau. Je vais pouvoir prendre les deux éléments, les remettre dans la réserve et je vais avancer ici. Dans les premiers niveaux, quand on emmène notre livre, on va pouvoir obtenir un assistant du côté blanc ou du côté argent. Donc, en amenant mon livre ici, je vais pouvoir choisir un des trois assistants qui est visible. Par exemple, je pourrais prendre celui-là ici. Et je vais pouvoir le mettre dans mon expédition. Les assistants ont tous une action instantanée, donc gratuite qu'on peut faire à notre tour. Par exemple, ici, cet assistant va me donner une tablette de façon instantanée. Donc, je vais pouvoir faire d'autres actions dans ce tour-là. Pour pouvoir l'activer, je vais tout simplement dire que j'active mon assistant et je vais l'engager comme ça ici de côté et je vais récupérer les ressources. Chaque assistant a aussi un côté doré, ici, qui est beaucoup plus puissant. Par exemple, ici, il va me donner une pièce d'or et une tablette à chaque fois que je vais pouvoir le taper. Donc, on voit que cette indication-là est répétée ici juste pour nous dire qu'est-ce qui se trouve de l'autre côté. Donc, une fois que j'ai acheté l'assistant, je vais venir le mettre sur mon plateau à un des deux emplacements qu'on a pour mettre des assistants. Donc, on ne pourra pas en avoir plus que deux durant la partie. Fait que, par exemple, aussitôt que je l'ai acheté, je pourrais décider tout de suite de l'activer et de prendre une tablette pour l'ajouter à mon expédition. Lorsque les joueurs vont atteindre certains niveaux de recherche dans le temple, par exemple ici, s'il y a un jeton bonus de recherche, ils vont le récupérer et ils vont obtenir immédiatement le bonus qui est sur le jeton. Ils vont défausser le jeton. Lorsque les joueurs vont franchir la dernière étape de recherche ici, en payant les ressources nécessaires, ils vont aller prendre la position la plus payante ici de la zone finale de recherche, donc 23, 21, 20 ou 19 points. Les joueurs vont prendre les tuiles restantes ici, qui ont des bonus dessus. Ils vont en choisir un et remettre les autres ici pour les prochains joueurs. Une fois qu'ils vont avoir atteint cette zone, les joueurs vont pouvoir aller chercher les tuiles de temple qui sont en 3 forces différentes, donc bronze, argent et or, et qui ont des valeurs de points. Il n'y a rien derrière les tuiles, c'est uniquement des points. Donc, ils vont pouvoir payer le coût indiqué ici pour obtenir une tuile bronze. Par exemple, une pièce d'or et 2 tablettes, et le joueur va récupérer ça. Ça va être un bonus de 2 points de victoire pour la fin de la partie. Si les joueurs veulent aller acheter une tuile argent, ils vont devoir combiner le coût des 2 sections ici qui touchent à la tuile argent, ces deux-là ici pour celle-là. Et si les joueurs veulent chercher la tuile dorée, la plus payante à 11 points, ils vont devoir payer le coût des 3 zones ici qui touchent à la tuile or. Donc, par exemple, ça coûterait 1 or, 2 tablettes, un joyau, un jeton exploration et une pointe de flèche pour pouvoir obtenir la tuile ici qui donne 11 points de victoire. L'une des choses que les joueurs vont pouvoir faire pendant leur tour, c'est aller explorer l'île perdue. Par exemple, ici dans la section des sites à découvrir de niveau 1, ça va nous coûter 3 jetons exploration pour pouvoir y aller. Et on a une zone qu'on va pouvoir explorer en voiture et une zone qu'on va pouvoir explorer en bateau. Le joueur va devoir avoir en sa possession le nombre de jetons exploration suffisant. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, le joueur pourrait dépenser instantanément cette carte-là pour obtenir un jeton exploration additionnel. Ce n'est pas une action principale, donc il peut continuer à jouer. Et il va devoir aussi dépenser une carte qui a le bon icône de déplacement, par exemple ici, un bateau. Donc, il va dépenser ses jetons. Il va prendre son explorateur et il va l'amener sur le site qu'il veut découvrir. Lorsqu'il y a une tuile idole, il va obtenir la tuile ainsi que le bonus qui est affiché sur la tuile. Et par la suite, on va tourner la tuile de côté, la tuile idole, et ça va nous donner des points de victoire à la fin de la partie. Et ça va servir à autre chose aussi que je vous explique tout à l'heure. Donc, il va remettre ça sur son plateau de joueur. Par la suite, on va découvrir le prochain site de niveau 1. Et le joueur va immédiatement obtenir les bonus qui sont indiqués dans le bas de la tuile. Donc, dans ce cas-là, il obtiendrait une pièce d'or et 2 tablettes qu'il va mettre sur son plateau de joueur. Mais ce n'est pas si simple. Évidemment, il y a des gardiens qui surveillent les nouveaux sites. Donc, on va aussi prendre une tuile gardien au hasard qu'on va révéler avec une créature qui surveille
le site et on va venir la placer par-dessus le site en question. Si on ne réussit pas à vaincre la créature avant la fin de notre tour, on va obtenir des cartes peur qu'on va ajouter à notre deck. Et évidemment, ces cartes-là, on essaie d'en avoir le moins possible parce qu'elles ne sont pas très efficaces. Donc, dans cet exemple, le joueur va pouvoir défausser une carte avec un icône bot dans sa zone de jeu, ainsi qu'un joyau, pour pouvoir vaincre le gardien. Les gardiens vont donner des points de victoire, 5 points de victoire à la fin de la partie, mais ils vont aussi donner des bonus instantanés qu'on va pouvoir utiliser n'importe quand dans notre tour. Donc, on va le placer du côté visible sur notre plan de jeu, et quand on va vouloir utiliser, par exemple, l'avion ici que ce gardien-là donne, on va tout simplement tourner la tuile à l'envers, et là, elle n'aura plus d'effet sinon nous donner des points de victoire à la fin de la partie. À quoi servent les tuiles idoles? Ils vont nous permettre de faire des actions instantanées dans notre tour. Donc, on a une liste d'actions instantanées ici. Pour faire cette action-là, on va tout simplement dire qu'on exécute l'action idole. On va prendre une des idoles qui est disponible et on va venir la placer ici dans la zone, on voit l'éclair, dans la zone éclair la moins payante, donc la plus à gauche. On va la cacher comme ça ici. Donc, ça va nous enlever des points de victoire, pas ceux qu'il y a sur l'idole, mais ceux qu'on cache. Mais on va pouvoir exécuter l'action de notre choix. Par exemple, ici, je pourrais décider d'aller chercher un jeton arme. Donc, à la fin de la partie, les zones qui n'auront pas été cachées par des idoles vont nous donner les points de victoire qui sont indiqués et les idoles nous donnent 3 points chacun, qu'on les ait utilisés ou pas. Donc, on peut voir ici les zones de niveau 2 vont nous coûter 6 jetons exploration. Par contre, ils vont avoir 2 idoles et ils nous prennent aussi 2 jetons de mouvement, donc 2 bateaux, 2 voitures ici. Il faut savoir que chaque avion, chaque icône avion, remplace n'importe quelle autre icône. Et il est possible de payer 2 pièces d'or dans son tour pour avoir un icône avion. Donc, si un joueur paye les 6 jetons d'exploration ici et dépense les 2 bateaux, il va obtenir les 2 idoles. Une des 2 idoles va lui donner un bonus instantané. Par exemple, ici, ça va lui permettre de désengager un de ses assistants. L'autre ne donnera pas de bonus. Donc, une fois que c'est fait, il va placer les jetons idoles dans cette position-là sur son plateau de joueur. Par la suite, on va prendre la tuile niveau 2 du dessus de la pioche. On va la révéler. On voit que c'est des tuiles qui vont donner beaucoup plus de ressources. Le joueur va obtenir les ressources en question, mais on va aussi placer un gardien sur cette zone-là. C'est important de noter que les gardiens, dans les tours subséquents, s'ils n'ont pas été vaincus, ne nous empêcheront pas de venir visiter le temple, mais à la fin de chaque tour, si on est à un endroit où il y a un gardien, on va obtenir une carte peur qu'on va rajouter à notre deck. Donc, ça va venir polluer notre deck en quelque sorte. Une fois que les joueurs vont avoir fait toutes leurs actions et tous les joueurs vont avoir passé, la manche va se terminer. Donc, on voit qu'il y a 5 manches à la partie. À la fin d'une manche, on va retirer les cartes qui sont à gauche et à droite du bâton et on va le faire avancer de 1 comme ça ici. On va remplir les artefacts qui vont manquer et la deuxième manche va pouvoir débuter. Donc, vous constatez que plus la partie avance, moins on va avoir d'objets qui sont intéressants plus au début de la partie, mais plus on va avoir d'artefacts qui sont beaucoup plus puissants et qui donnent quand même aussi beaucoup de points de victoire. Lorsque tous les joueurs vont avoir passé, la manche va se terminer. Les joueurs vont récupérer leurs explorateurs qu'ils vont remettre sur leur plateau, ici. Ils vont défausser toutes les cartes qu'ils ont jouées et ils vont piocher à nouveau 5 cartes. S'ils ne peuvent pas remplir leur main à 5 cartes, ils vont mélanger la défausse pour former une nouvelle pioche et piocher les cartes manquantes pour arriver à 5 cartes. Les assistants vont être redressés pour pouvoir être utilisés à nouveau. Et le jeton premier joueur va changer de joueur pour la manche suivante. La partie va se terminer à la fin de la 5e manche. À ce moment-là, les joueurs vont compter leurs points. Alors, qu'est-ce qui donne des points? Toutes les cartes dans leur jeu qui ont le symbole suivant vont être comptabilisées. Ça va donner des points. Les idoles qu'ils vont avoir accumulées vont donner des points. Les zones qui n'auront pas été couvertes, ici les zones d'action instantanée, vont aussi donner des points. Les gardiens qu'ils ont vaincus vont leur donner 5 points chacun, utilisés ou non. Et finalement, tous les points qu'ils auront accumulés dans la piste de recherche ainsi que les tuiles de recherche vont leur donner des points. Et il ne faut surtout pas oublier d'enlever un point par carte peur qui restera dans le deck de chaque joueur. Le joueur qui a le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a atteint
la position la plus payante avec sa loupe en haut complètement, ou sinon c'est le total des points de recherche qui va briser l'égalité en sa faveur. C'est comme ça qu'on joue aux ruines perdues de Narak. Steve, qu'est-ce que tu as pensé du matériel de ce jeu-là? Matériel sur la coche. Vraiment, là, ils ont vraiment se sont appliqués dans tous les jetons de ressources. Ils ont tout découpé, ils ont fait vraiment des jetons de qualité, à mon avis. Les cartes sont de qualité aussi. Je pense que c'est pas une petite carte de basse qualité. Là. Vraiment, le board est beau. Très grand surtout. C'est un grand plateau, là, vraiment. Là, quand tu mets ça sur la table, ça prend de la place, puis tu as un grand plateau, puis tu as une autre section en plus. Fait que quand j'ai fait la vidéo pour expliquer les règles, là, j'avais de la misère à faire rentrer ça dans le cadre tellement que c'était grand. Puis tu as raison, les jetons les joyaux rouges sont gros, sont bien faits, sont super qualité. Les tablettes, moi j'aime beaucoup les tablettes. J'ai même vu du monde sur BGG, je pense, qui avait fait un petit wash chez tablettes pour faire sortir l'écriture. Oui, vraiment. Fait que les pointes de flèches sont très belles. Les jetons en bois c'est plus standard, mais quand même, ils n'ont pas fait des meeples ordinaires, ils ont fait des espèces d'aventuriers. Tu sais, les jetons, tu peux pas te tromper. Là. Ils ont vraiment tout. Avec le design, c'est pas des jetons comme des cubes de couleurs que ça aurait pu être. Là. Ils sont allés sur le top qualité. Oui. Seule petite affaire, là, peut-être les collants, ça c'est toujours plate à mettre des collants sur des cubes de bois pour la loupe puis le livre, mais c'est très mineur. Une fois que c'est placé, c'est quand même super beau, c'est intéressant. Les cartes sont effectivement d'une bonne qualité. Puis, tu sais, il est beau le plateau. Tu as vraiment l'impression de partir en expédition. Puis, moi, ça me. Ben, il est immersif là, comme board. Là. Oui, ben on peut en parler, au niveau du artwork, de la qualité de l'esthétisme du jeu, très clean, les images sont belles. On n'a pas parlé, quand on parlait de la qualité, on n'a pas parlé des tuiles, mais les tuiles de lieu puis les tuiles de monstres sont belle épaisseur, tout ça, puis ils sont belles. Ah, les monstres sont flash, là, c'est vraiment... Oui, je me souviens, les premières parties que je jouais, j'avais hâte de découvrir le prochain lieu pour voir c'est quoi le dessin, voir la prochaine créature, c'est quoi le dessin, je les avais pas toutes regardées avant. Fait à chaque fois, c'est une découverte. Exact. Puis, ils sont tous beaux, sont tous bien dessinés. Le artwork les cartes, puis le artwork, la couverture, tout ça, super inspirant. Tu as vraiment un feeling à la Indiana Jones. Les cartes sont belles aussi, puis ils représentent bien ce qu'ils doivent représenter dans le jeu, tout ça. Fait que, puis tu nous as parlé un petit peu, là, la map. Je regardais justement quand je faisais la vidéo règle, la carte, on voit vraiment toute l'île avec les sections d'île, tout ça fait du sens, ça se rattache tout, tu as la côte, après ça tu t'enfonces un petit peu plus dans la jungle pour aller découvrir les sites un peu plus lointains. Tu as vraiment l'effet de progression, l'effet d'éloignement, là, avec la carte, là, si on veut, quand tu pars dans le bas, puis là tu veux te rendre de plus en plus loin, tu as vraiment l'impression que c'est loin avec le design qu'ils ont mis. Exact. Puis en plus de ça, ils ont poussé jusqu'à faire 2 côtés complètement illustrés, dont un avec le temple du serpent, puis l'autre avec le temple là, de l'oiseau. Là. Je ne sais plus trop c'est quelle sorte d'oiseau, mais en tout cas, l'aigle, mettons. Donc, côté visuel, côté esthétique, côté qualité du matériel. Ah oui, vraiment sacoche. On parle d'un jeu sacoche. Pour un jeu de ce style-là, on s'entend, c'est pas un jeu de figurines non plus, c'est pas un jeu à la... C'est pas... Puis il n'y en aurait pas eu besoin de figurines, souvent, des jeux comme ça, à gros déploiement, mais... Comme Zombicide, mettons, là, c'est pas Zombicide, là. Ah mais, non, puis pas besoin. Pour un jeu plus type euro, là, vraiment très, très bien. Là. Il y en a qui pourraient prendre des leçons, tant qu'à moi. Effectivement. Hey Jeff, moi, j'ai pas lu les règles. C'est avec toi, j'ai principalement joué. Donc, parle-moi un peu des règles. Est-ce que le livre était quand même bien fait, le livre de règles? Vraiment, un beau livre de règles, premièrement, bien illustré, bien désigné. J'aime beaucoup quand il y a des images qui ne sont pas nécessairement des images du jeu, mais des images pour rendre l'immersion encore meilleure, encore plus intense, avec des textes aussi sur un petit peu ce qui se passe sur l'île de Narak, pourquoi on est là, tout ça. Il n'y a pas trop d'ambiguïté dans les règles, ou mettons, quand tu lis ou... Non, les règles sont claires. Les règles sont claires. C'est fluide, c'est bien expliqué, l'ordre dans lequel c'est expliqué, tout ça. Moi, je te dirais que j'ai
pratiquement, tu sais, je suis presque pas revenu dans les règles. Une fois que j'ai lu le livre, je l'ai expliqué une fois, là, puis là, je suis allé revérifier un ou deux points que j'avais peut-être oubliés, là, tu sais. Mais sinon, là, c'est un jeu qui s'explique bien. Il y a quand même pas mal de règles, mais pas tant que ça non plus. Tu sais, j'ai vu des jeux pires que ça en termes de quantité de règles, fait que ça s'explique bien. Steve, on l'a abordé un petit peu tantôt, mais au niveau de la thématique puis de l'ambiance du jeu, qu'est-ce que tu as pensé de ça? Ben moi, c'est vraiment dans mon type de jeu. C'est déjà que mes deux jeux préférés, mes deux genres de mécaniques préférés, c'est le worker placement puis le deck building. Mais en plus, la thématique, là, je la trouvais vraiment... T'as le goût d'explorer, là, t'avances, puis t'as le goût de révéler des tuiles. Fait que t'as vraiment le sentiment d'exploration. Puis en plus, je trouve avec la thématique des livres sur le côté pour écrire comme l'histoire de tes découvertes, je trouve qu'ils sont allés hyper à fond, là. Tu sais, il est bien pensé, je trouve, comme jeu. Tu sais, il me semble quand je pense au jeu, c'est difficile de penser à une autre thématique parce que celle-là, elle colle très, très bien au jeu. On pourrait probablement en inventer une autre, mais à fait, là, tu sais, tu as vraiment, comme tu dis, l'impression là, de faire tes recherches, tout ça. Puis les actions que tu utilises, tu en as parlé un petit peu tantôt, chaque carte, la façon dont elle est illustrée, elle inspire vraiment l'action qu'on va faire. Je pense, entre autres, il y a une tortue géante à un moment donné que tu trouves qui te permet de te déplacer, qui va remplacer un déplacement en bateau. Tu sais, fait que ça fit tout le temps. Le cheval qui va faire un déplacement va permettre de piger des cartes et de donner un déplacement supplémentaire. Donc, chaque carte a vraiment du sens dans ce qu'elle va t'offrir comme bonus ou comme pouvoir. Je trouve que, tu sais, le côté fantastique est bien dosé. Tu sais, c'est pas... T'as pas l'impression là, d'être dans une partie de Donjons et Dragons. Là. Tu sais, je trouve que tu as quand même tes véhicules. Puis je pense que la petite touche fantastique, moi, je la trouve bien tripante dans ce jeu-là. À la Indiana Jones, là, carrément. Oui, exactement. C'est le même principe. Donc, les gens qui trippent sur cet univers-là ne seront pas perdus là-dedans. Puis en plus de ça, ils ont un bon jeu avec des bonnes mécaniques qui viennent englober tout ça. Donc, côté thématique, mécanique, c'est bon, très bon. Je sais que moi, j'ai principalement joué à 3 joueurs, puis j'ai trouvé quand même à 3 joueurs, là, il n'y avait pas de temps mort, vu que c'est des cartes un peu comme à la Clank qu'on joue toutes nos cartes, ou en tout cas, on n'est pas obligé de toutes les jouer, mais qu'on joue les cartes qu'on veut jouer assez rapidement, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas tant de temps mort que ça, donc les tours roulaient bien. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, moi j'ai essayé toutes les comptes sauf solo parce que je ne suis pas un très grand joueur solo. J'ai essayé à 2, 3 et 4 joueurs. Tous les comptes, là, je l'ai apprécié, ça roulait bien. Il n'y a pas trop de longueur. Le fait que tu ne joues pas toutes les cartes de ta main à chacun de tes tours, mais que tu vas jouer une ou deux, une action principale, mais peut-être que tu vas jouer des actions secondaires, instantanées, qui ne coûtent pas d'action, qui ne prennent pas de temps. Là. À ce moment-là, tu vas jouer quelques cartes. Tu vas faire ton action principale, puis après ça passe à l'autre, puis après, ça revient à ton tour. Fait que cette façon de faire-là, j'aime beaucoup ça. Et puis même, je te dirais, tu peux même aller jusqu'à doser un petit peu tes actions pour ne pas aller trop vite. Il y a des moments où tu vas vouloir aller vite pour pouvoir aller chercher des bonus que tu ne voudrais pas que les autres joueurs prennent. Il y a des moments où tu vas aller plus lentement pour voir un petit peu ce qui va se passer puis peut-être bénéficier d'un bonus supplémentaire plus tard. Côté interaction, là, de mémoire, là, il n'y en a pas tant que ça, à part la course un peu. Ben, c'est un worker placement. C'est sûr qu'on prend l'espace des autres. Là. C'est sûr que l'interaction, elle se passe principalement là. Mais c'est ça, je suis en train de réfléchir parce que moi, je n'ai pas joué à 2 joueurs. Tu sais, le 2 joueurs, est-ce qu'il y a des espaces qui ne sont pas utilisés à 2 joueurs? Ouais. Oui, quand tu diminues le nombre de joueurs, il y a des espaces sur les premiers sites là, de fouilles qui vont être bloqués, mais c'est pas grand-chose. Fait que c'est certain qu'à ce moment-là, il y a des sites qui vont être bloqués dès qu'un joueur va y aller, au lieu de pouvoir permettre à 2 joueurs d'y aller, mais que ça coûte plus cher. Fait que ça, c'est bien fait. Oui, c'est bien fait, mais il n'y a pas beaucoup d'interaction, là. Ça, c'est certain. En fait, c'est l'interaction typique d'un worker placement. Je vais à une place, je te bloque. La course aux recherches va amener un peu d'interaction ou plus d'aspect course, c'est que tu vas vouloir monter avant l'autre joueur pour pouvoir aller chercher une course à ce niveau-là. Là. C'est ça, pour aller chercher les petits bonus là, qui sont là, que le premier qui va arriver sur cette case-là va ramasser. Donc, c'est à peu près ça. Pour le reste, il y a l'achat des cartes aussi. On va avoir 2 rivières de cartes. Ça, effectivement, là. Quand tu cibles une carte, puis là, tu espères que le joueur ne l'achètera pas parce que tu veux. Fait que ça aussi, effectivement, c'était intéressant dans la partie, ce petit volet-là.
Mais tu ne vas pas bloquer l'autre là, systématiquement. Il n'y a pas Non. de confrontation, il n'y a pas d'affrontement, il n'y a rien de ça. C'est que tu essaies de maximiser les zones où tu vas aller, les recherches que tu vas faire, les actions que tu vas faire, puis d'être plus rapide ou d'être plus efficace que les autres joueurs. Puis il y a un moment où tu peux te mettre à attendre un petit peu plus, c'est quand par exemple, là, les joueurs vont avoir tout terminé leurs actions, puis toi, il t'en reste encore tout plein à faire. Ça arrive de temps en temps où tu as encore 2-3 cartes dans les mains qui vont te permettre de faire plusieurs actions, puis enchaîner une coupe de combos. Donc là, il peut y avoir un petit peu plus d'attente, mais ça n'arrive pas très souvent, puis c'est généralement pas très long. Oui, puis je me rappelle aussi que dans certaines parties, parce que je sais qu'il y a des ressources qui sont mises aléatoirement dans le jeu, puis je me rappelle que moi, dans la partie que j'ai jouée, il n'y avait pas tant de... je pense que c'était les lances qui n'avaient pas tant que ça. Fait que, les pointes de flèche. Oui, les pointes de flèche, c'est ça. Fait qu'on se dépêchait à les prendre. Fait que des fois, ça causait des difficultés pour, exemple, avancer dans les recherches où ce que tu en avais besoin. Mais j'aimais quand même ce petit côté de rareté-là. Oui, c'est ça. Bien, ça va dépendre des sites qui vont sortir, en fait, les ressources. Là. Fait que s'il y a certains sites qui sortent qui vont donner beaucoup d'or, beaucoup de tablettes, mais peu de pointes de flèche, par exemple, comme dans l'exemple que tu donnes, c'est sûr que ça peut créer une rareté. Fait que quand il en sort un, tout le monde veut y aller, tout le monde va avoir ses pointes de flèche. Puis en plus, les pointes de flèche vont servir à éliminer les créatures souvent, en tout cas. D'où la rejouabilité, parce que ton board ne sera jamais pareil. Il y a toujours de quoi qui change, un nouveau monstre qui est avec un autre lieu. Fait que ça, c'est intéressant aussi, ce petit côté-là. Puis Jeff, qu'est-ce que tu penses, la chance versus stratégie dans ce jeu-là, il y en a-tu un qui prime plus que l'autre? Je dirais que c'est assez dans le milieu, 50-50, un petit peu plus du côté stratégique, mais il y a quand même un certain volet de chance, surtout sur le drafting des cartes, les cartes que tu vas vouloir acheter pour rajouter dans ton deck là, pour faire le deck building. Des fois, tu vas être chanceux, il va y avoir une bonne carte qui va arriver à ton tour, tu vas vouloir l'avoir. Puis aussi du côté des sites, quand tu vas explorer, c'est le côté qui est le fun du jeu, mais en même temps, des fois, ça peut être fâchant parce que tu as besoin je sais pas moi, d'un joyau, puis là, tu espères que le site qui t'a coûté une fortune, 6 jetons exploration dans le top de la carte complètement, 2 voitures, tu as tout donné pour aller là, puis là, tu arrives là, puis ils te donnent, je sais pas moi, 3-4 vieilles pièces d'or que tu n'as pas besoin. Ça peut être frustrant un peu. Il y a ce volet-là qui est chance, mais tout le reste est quand même lié à comment tu vas utiliser efficacement tout le matériel que tu vas avoir, toutes les choses que tu vas avoir acquises le plus efficacement possible. Ouais. Moi, je trouve que, contrairement à toi, je vois pas que c'est un jeu qui est tellement avec de la chance. Je suis d'accord sur les cartes dans l'ordre qui sortent, mais ça reste un jeu, tu sais, que tu n'as pas de roulage de dés. C'est vraiment, tu as tes cartes, puis tu essaies de builder de quoi avec tes cartes. Fait que, tu sais, pour moi, un jeu avec de la chance, c'est plus, tu sais, quelque chose vraiment au hasard. Tu sais, que tu as roulé un dé, puis tu avais besoin d'un 2, puis tu as roulé un 3, ou exemple. Je suis d'accord sur ce volet-là. Il y a une très bonne portion de stratégie sur comment tu vas utiliser ce que tu as. Mais quand même, tu sais, 2 petits aspects là où ça se peut que tu aies la chance vienne t'aider un petit peu. Là. J'ai eu des games plus faciles que d'autres parce que mes découvertes étaient meilleures, étaient plus intéressantes, ou parce que les objets que j'ai pu acheter au début de la partie étaient vraiment bons. Tu sais, dans ce genre de jeu-là, piocher des cartes additionnelles pour ton tour, c'est toujours très, très bon. Donc, ça te rajoute des actions, c'est sûr. J'aime ça, aller chercher ces cartes-là, tu sais. C'est le fun. L'autre élément très stratégique que j'ai trouvé, puis qui est vraiment intéressant, puis qui peut être frustrant par bout, c'est que tu as 2 explorateurs avec toi dans ton équipe que tu vas pouvoir utiliser. Donc, 2 actions de déplacement seulement dans ton tour. Fait que tu vas les utiliser comme il faut. Tu sais, tu peux pas, c'est pas à l'infini cette affaire-là. Fait que 2 dans un tour, là, tu te rends le volet stratégique un peu. Oui, puis tu te rends compte rapidement que c'est pas beaucoup 2. Là. T'en voudrais 3-4 dans ton tour. D'ailleurs, effectivement. J'étais assez certain qu'ils vont sortir une extension puis ils vont rajouter des bonhommes, des explorateurs. Ça n'a quasiment pas de sens. Là. Ça serait le fun, mais en même temps, le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup fait que chaque déplacement de bonhomme que tu vas faire va être important. Puis, je ne sais pas, Steve, si tu te souviens des quelques cartes qui vont te permettre des fois de déplacer un explorateur ou récupérer un explorateur, c'est des cartes qui sont vraiment intéressantes. Là. Ah, c'est sûr, parce que tu le replaces à nouveau et tu vas recollecter quelque chose. Ça, c'est toujours payant, ça, quand tu réussis à faire ça. Ça donne un bon edge.
Il y a aussi le volet des artefacts que j'ai aimé avec le fait que quand tu t'achètes l'artefact, tu l'utilises tout de suite. Mais après ça, quand tu vas le repiocher, il va falloir que tu aies des tablettes pour pouvoir les utiliser. Donc, c'est une belle dynamique, ça, je trouve. Une partie que j'aime bien du jeu, c'est les explorateurs, pas les explorateurs, les assistants, excuse, tu sais, qui ont toutes leurs petites habilités que tu peux upgrader en cours de partie, qui augmentent leur habilité. Remarque que ça aussi, tu espères tomber sur un bon durant ta partie, parce qu'il y en a, je pense, qui ont des habilités quand même un peu plus intéressantes que d'autres là-dedans, mais qui rajoutent aussi une bonne rejouabilité au jeu, parce que ça va toujours changer en cours de partie avec ton explorateur. Oui, il y en a qui sont plus intéressants que d'autres, dépendamment du contexte aussi, de ce qui se passe pendant le jeu, tout ça. Mais oui, les assistants, c'est un volet que j'ai bien aimé. Puis je dirais l'utilisation de l'assistant aussi, il y a du timing là-dedans parce que c'est des actions instantanées. Puis à un moment donné, tes upgrades, fait que tes tournes de bord, ils détapent, tu peux les réutiliser. Fait que ça, c'est un bout du jeu que j'ai aimé énormément, le bout où il y a comme tu peux former certains combos à un moment donné. Tu sais, OK, je vais faire ça, ça va détaper ça, je vais pouvoir le réutiliser, ça va me donner mon 3e jeton exploration, je vais pouvoir aller à ce site-là, puis j'espère qu'il va me donner, mettons, un joyau pour remonter un autre coup dans la recherche. Tu sais. Fait que cette espèce d'enchaînement d'actions-là, des fois que tu réussis à faire, c'est vraiment le fun, puis c'est, je sais pas, c'est jouissif, comme d'habitude. Jouissif. Ah oui, j'aime ça. C'est vraiment j'aime ça jouer très dans un jeu. jouissif. Puis je pense que c'est ça la beauté de ce jeu-là, c'est vraiment toutes les petites dynamiques qu'ils ont mis ensemble, qui est, justement, les explorateurs qui fait changer en cours de partie. Tu as ton deck building qui va changer d'une partie à l'autre, qui va te faire des nouvelles dynamiques. Tu sais, ton exploration, les cartes qui ne seront pas toujours les mêmes, c'est tout ça que je pense qui fait la richesse de ce jeu-là. Oui, puis écoute, c'est sûr qu'ils vont sortir une extension parce que ça a beaucoup pogné. C'est un buzz en plus. Ça a été un gros succès. Puis c'est facile. Déjà, là, juste en parlant de même, là, tu vois déjà des extensions faciles. Rajoute des explorateurs, rajoute des assistants, rajoute une zone. Ils vont rajouter une zone d'exploration, c'est sûr. C'est ça. Puis juste rajouter plus de ce qu'il y a déjà, ça serait le fun parce que ça viendrait remettre un peu de diversité dans le jeu. T'sais. Fait que c'est le bout qui est le fun, comme tu dis. Là. À chaque fois que tu joues, c'est pas les mêmes affaires aux mêmes places. C'est pas les mêmes ressources que tu vas récolter. Fait que j'ai pas senti de longueur dans le jeu. Tu sais, des fois, quand il y a trop d'affaires, tu sais, je sais pas, on dirait que le jeu devient long à un moment donné, mais lui, je trouve qu'il est bien dosé. Il n'y a pas de longueur. Tu sais, on a tout joué, puis... Ouais. Oui, vas-y. Même au contraire, ça finit, puis tu fais comme « Ah, j'aurais pris un tour de plus, tu sais, j'aurais joué encore. » Moi, en tout cas, je suis comme toi, là, je suis pas tanné. Quand ça finit, là, je jouerai encore. Là, je prendrai 1 ou 2 tours de plus. Ça, c'est l'indice d'un bon jeu. Quand tu fais une partie, puis tu voudrais en jouer tout de suite une autre, là, ça reste toujours un bon indice d'un bon jeu. Oui, puis c'est tant mieux. Des fois, c'est comme, il faut que ça finisse dans le bout où c'est le fun, parce que c'est là que c'est ce qui fait que tu veux rejouer encore, parce que tu commences à avoir du fun, tu veux continuer, tu veux revivre ça encore, tu sais. Mais c'est souvent, ça finit quand ton deck commence à bien fonctionner, à bien rouler. Avoir une belle synergie. Là, exact. Fait que là, tu veux continuer ça, mais non, il te coupe ça d'en face, puis c'est terminé, on se revoit la prochaine fois. Exact. Donc, pour les 2 pions, à moins que je me trompe, Steve, ça va clairement être une très, très grosse recommandation de notre part. Coup de cœur. Coup de cœur. Yes. Excellent. Fait que le petit logo va apparaître. Coup de cœur, les 2 pions. C'est un jeu qu'on vous recommande fortement. Jamais assez. Vous ne pouvez pas vous tromper. En tout cas, à date, je ne peux pas dire que j'ai vu quelqu'un qui n'a pas aimé ce jeu-là. Donc, si je le rencontre, je vais travailler fort pour lui faire comprendre qu'il a tort. C'est un excellent jeu. C'est un incontournable à avoir dans sa ludothèque, à mon avis. Tout à fait. Alors, c'est ce qui conclut notre vidéo des ruines perdues de Narak ou de Lost Ruins of Arnak. Si vous avez aimé la vidéo, faites-nous un pouce en l'air et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Et laissez-nous un petit commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire.